Après m'être effondré au travail, les médecins ont appelé ma famille. Personne n'est venu. Des heures plus tard, mon frère m'a identifié sur une photo. Toute l'équipe réunie, enfin au complet. Je n'ai rien dit. Des jours plus tard, toujours faible et branché à des machines, j'ai vu 50 appels manqués et un message de mes parents. Nous avons besoin de ton aide. Réponds immédiatement. La colère m'a envahi, sans réfléchir à 2 fois, j'ai rappelé. On dit qu'on sait qui tient vraiment à nous quand notre monde s'arrête. Le mien s'est arrêté entre 2 emails, un mardi. Je me tuais à la tâche depuis des années, jonglant entre 2 boulots à l'université, puis enchaînant directement avec un poste en entreprise après mon diplôme. Ma vingtaine n'a pas été consacrée au voyage ou à l'exploration de la vie. Elle a été consacrée à construire quelque chose. La stabilité, la sécurité, les rêves, oui, bien sûr, mais aussi un fardeau que je n'avais pas choisi. Ce fardeau, c'était ma famille. Pendant que mes amis parlaient de voyages en Europe ou de nouveaux hobbies, j'envoyais de l'argent à la maison pour couvrir les factures. J'aidais ma mère à rembourser ses cartes de crédit. J'avançais le loyer quand les startups de mon frère échouaient, ce qui arrivait toujours, car il ne démarrait jamais rien concrètement. Papa n'avait pas eu d'emploi à plein temps depuis que j'étais au lycée, et maman naviguait entre des projets passion qui coûtaient plus qu'ils ne rapportaient. Ils y étaient habitués. Habitués à moi. Et je les laissais faire, parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Jusqu'à ce mardi. J'avais sauté le petit déjeuner pour finir une proposition. J'avais à peine eu le temps de respirer entre les réunions. Il était un peu plus de midi quand mes mains ont commencé à trembler. Mon écran est devenu flou. Je me souviens avoir essayé d'attraper ma bouteille d'eau, puis plus rien. Juste le bruit sourd de mon corps heurtant le sol et l'écho de quelqu'un criant mon nom. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, branché à des machines dont les moniteurs bipaient tout autour de moi. Une crise, ont-ils dit, provoquée par le stress, la déshydratation et l'épuisement pur et simple. J'étais en soins intensifs pour observation. L'infirmière m'a demandé si elle pouvait appeler mes contacts d'urgence. J'ai hoché la tête. Elle a composé les numéros. D'abord ma mère. Pas de réponse. Puis mon père. Messagerie vocale. Puis mon frère. Rien. Ils ont laissé des messages, précisant que c'était urgent, que leur fils était à l'hôpital. J'ai attendu. Les heures ont passé. Personne n'a rappelé. Le soleil a commencé à se coucher, projetant une lumière orangée à travers les stores. J'étais encore étourdi, encore trop faible pour m'asseoir plus de 5 minutes. Quand j'ai finalement attrapé mon téléphone, il avait 2% de batterie et aucun appel manqué. Mais en haut de mon fil d'actualité, il y avait une photo. Mon frère m'y avait identifié. Il était à notre maison de campagne au bord du lac. Maman et papa étaient là aussi, ainsi que quelques vieux voisins et cousins. Tout le monde tenait un verre, souriant, les bras passés les uns autour des autres comme dans un tableau de Norman Rockwell. La légende, toute l'équipe réunie, enfin au complet. J'ai fixé la photo pendant un long moment. Personne n'avait remarqué mon absence. Personne n'avait même posé la question. J'ai pensé à commenter, quelque chose de sarcastique, quelque chose pour qu'il remarque, mais à quoi bon? Alors, je suis resté silencieux. Ce soir-là, un de mes collègues m'a apporté de la soupe et un chargeur neuf. Un autre m'a déposé des vêtements propres. Des gens qui me connaissaient à peine prenaient de mes nouvelles, me demandant comment j'allais, s'assurant que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Ma famille, elle, est restée silencieuse. Jusqu'au 5e jour. Je venais de finir un traitement respiratoire quand mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Des dizaines d'appels manqués. La plupart de ma mère, quelques-uns de mon père, 2 de mon frère, tous 2 passés après minuit. Puis un message est apparu. Court et direct. De ma mère, nous avons besoin de ton aide. Réponds immédiatement. Pas de contexte, pas de chaleur, juste de l'aide. J'ai appelé. Elle n'a même pas dit bonjour. Ils avaient besoin de 11 000 $ immédiatement. C'était pour Michael, bien sûr, mon frère. Sa voiture venait de rendre l'âme, et c'était une occasion rare d'en acheter une de remplacement à un ami de la famille. Il ne voulait pas la rater et il n'avait pas l'argent. Mais moi, j'en avais, n'est-ce pas? Parce que j'en avais toujours, parce que j'avais toujours économisé, toujours fait des heures supplémentaires, toujours tout planifié.
Et parce que, d'une manière ou d'une autre, ils pensaient que je leur devais, que c'était mon travail de m'assurer que Michael puisse se pavaner dans un nouveau SUV pendant que j'étais encore branché à des moniteurs cardiaques. Ils ont dit qu'ils me rembourseraient. Ils disaient toujours ça, mais rien ne revenait jamais. Je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement raccroché. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ne ressemblait pas à de la faiblesse. Il ressemblait à de la paix. Les appels n'ont pas cessé après que j'ai raccroché. 3 jours non-stop. Mon téléphone vibrait comme une alarme incendie. Appels manqués, messages vocaux, textos, des objets de mai en majuscules de ma mère, urge, s'il te plaît LIS, l'avenir des Michael. Le désespoir dans leurs messages ne venait pas de l'amour ou de l'inquiétude. Il venait d'un sentiment de la panique que leurs fils prodiges doivent prendre le bus comme nous autres. Ils avaient besoin de 11 000 $. Maintenant. Parce que leur fils, celui qui avait fait la fête pendant toute l'université et quitté chaque emploi qui lui demandait d'arriver avant 11 heures du matin, méritait une Lexus d'occasion, pas la vieille Civic déglinguée qu'il avait conduite jusqu'à l'os. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé les messages s'accumuler et je n'ai rien dit. C'était incroyable de voir à quelle vitesse leur ton changeait quand je ne jouais pas le jeu. D'abord la culpabilité, puis la pression, puis des citations passives-agressives sur les valeurs familiales et comment ceux qui ont les moyens doivent aider. Mais aucun d'entre eux, pas un seul, n'a demandé comment j'allais. Personne ne savait que j'avais dû ramper jusqu'à la salle de bain à 2 reprises parce que j'étais trop faible pour me tenir debout. Personne ne savait l'anxiété qui montait à chaque fois que le moniteur cardiaque bipait trop vite. Mes papiers de sortie de l'hôpital étaient encore sur le comptoir de ma cuisine quand j'ai reçu le dernier message vocal de mon père. Quelque chose du genre, on ne t'a pas élevé comme ça. Ce n'est qu'à l'anniversaire de Michael que j'ai rompu le silence, intérieurement. Je n'ai pas reçu d'invitation. Je ne m'y attendais pas. Mais ma tante Linda, la sœur aînée de mon père, m'a appelé 2 jours plus tard. Elle ne se mêlait jamais des drames familiaux, alors j'ai décroché. Elle semblait hésitante, mais je sentais qu'elle retenait quelque chose. Elle était allée à la fête, bien sûr. Tout le monde était là. Grosse affluence à la maison du lac. Le même endroit où ils avaient posté cette photo pendant que j'étais en soins intensifs. Michael a eu sa voiture. Pas la Lexus, mais quelque chose d'assez proche. Une Audi d'occasion. Ils avaient dû rassembler l'argent avec des cartes de crédit et un prêt d'un des vieux copains de poker de papa. Personne n'a mentionné d'où elle venait, mais on a parlé de moi. Apparemment, maman avait dit à tout le monde que j'avais complètement déraillé, que j'avais coupé les ponts avec la famille pour un désaccord mineur, que je traversais une sorte de phase émotionnelle. Aucune mention de l'hôpital, aucune mention de l'argent, juste que j'avais tourné le dos à Michael. Puis Michael s'est levé pour porter un toast. Aux gens qui sont présents quand ça compte, a-t-il dit, le verre levé. Pas à ceux qui font semblant de s'en soucier quand ça les arrange. Ils ont tous ri. Sauf ma tante. Elle a dit que ça l'avait rendu malade. Qu'elle n'avait pas réalisé à quel point ils s'étaient enfoncés dans leur fantasme. Celui où Michael était le centre de l'univers et où j'étais un fantôme dont il ne se souvenait que lorsque les factures arrivaient à échéance. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le silence de mon appartement pendant un long moment. Alors, je me suis mis au travail. L'appartement où vivait Michael était le mien. Je l'avais acheté avec ma première grosse prime. Je l'avais laissé y rester après qu'il en ait eu marre de vivre en colocation. Il ne payait rien. Pas même la facture d'eau. Chaque fois que je posais la question, il y avait une excuse, un projet en cours, une promesse qui s'évanouissait le lendemain matin. J'ai appelé mon avocat, j'ai déposé un avis d'expulsion officiel, et je l'ai fait afficher sur sa porte d'entrée avant midi. Pas de discussion, pas d'avertissement. J'ai aussi fermé tous les comptes joints auxquels ils avaient accès. Le fonds d'urgence familiale dans lequel maman piochait pour ses dépenses de vacances. La ligne de crédit temporaire que j'avais ouverte pour papa quand son club de golf menaçait de révoquer son adhésion. Disparu. Ils n'étaient pas seulement coupés du monde. Ils étaient aveuglés et lâchés au milieu du labyrinthe qu'ils avaient eux-mêmes construit. En quelques heures, les retombées ont commencé. Maman a appelé, pleurant, jurant, suppliant, me disant que je déchirais la famille, que je devenais un étranger, que je laissais l'amertume m'empoisonner. J'ai écouté. Puis j'ai bloqué son numéro. Et je n'avais pas fini. Ils avaient passé des années à raconter leur version de l'histoire, que j'étais le discret, celui qui aidait, celui qui répondait toujours présent.
Et quand j'ai cessé de jouer mon rôle, ils ont décidé que j'étais le problème. Très bien, qu'ils goûtent à ce que c'est, d'être un problème. Ils pensaient que le silence était de la cruauté. Ils n'avaient encore rien vu. Au début, je ne prévoyais pas de vengeance. Je voulais juste de l'espace. Je voulais qu'ils sentent mon absence. Ils n'avaient jamais remarqué quand je m'étais effondré au travail et avais disparu dans un lit d'hôpital. Mais une fois que l'expulsion a été lancée et que l'argent s'est tari, leur vrai visage est apparu. Les textos se sont transformés en menaces. Michael m'a envoyé une photo de l'avis d'expulsion, avec quelque chose gribouillé dessus au marqueur rouge, et une légende, tu as de sérieux problèmes. J'espère que tu es fier de toi. Je n'ai pas répondu. Puis la sœur de ma mère, ma tante May, m'a contacté de nulle part. Elle ne m'avait pas parlé depuis des années. Elle a prétendu qu'elle voulait juste prendre de mes nouvelles, mais a vite changé de sujet. Elle a dit que ma mère s'était évanouie à cause du stress, qu'elle était sous surveillance pour des problèmes cardiaques, que ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour en rajouter. Bien sûr. La femme qui avait oublié mon existence pendant que j'étais branché à des machines s'effondrait maintenant parce que son flux de trésorerie s'était tari. Pourtant, une partie de moi a hésité, se demandant si j'allais trop loin, si j'étais peut-être exactement ce qu'il disait, froid, vindicatif, sans cœur. Puis j'ai vu la publication Facebook. Maman avait écrit une longue mise à jour larmoyante, pleine de demi-vérités et de phrases manipulatrices. Elle disait que son fils pas Michael, moi avait tourné le dos à la famille dans un moment de besoin, qu'il avait coupé tous les ponts après des années de soutien affectueux. Pas de détails, pas d'explications, juste assez pour que les gens comblent les vides avec sympathie et indignation. Les commentaires ont afflué. Incroyable. Après tout ce que vous avez fait pour lui. Les jeunes de nos jours sont si égoïstes. Reste forte, maman. Dieu voit ton cœur. Et là, Michael a ajouté son grain de sel, il a fait son choix. On s'en sortira sans lui. On l'a toujours fait. On l'a toujours fait. C'était la goutte d'eau. J'ai fait des captures d'écran de tout. La publication Facebook, les textos, le message de tante May. Je les ai envoyés à tante Linda et à quelques autres parents qui m'avaient discrètement soutenu au fil des ans, mais ne s'étaient jamais impliqués. J'ai posé une seule question, voudriez-vous connaître la véritable histoire? La plupart n'ont pas répondu, mais certains l'ont fait. Et une fois que j'ai commencé à parler, le barrage a cédé. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul sur qui ils s'étaient appuyés. Pas le seul qu'ils avaient manipulé. Juste le seul assez stupide pour continuer à dire oui. C'est là que j'ai sorti les preuves. Littéralement. Virement bancaire, vieux texto, promesse de prêt temporaire. J'avais tout. Des milliers de dollars qu'ils avaient empruntés au fil des ans avec des engagements désinvoltes de rembourser, quand ça irait mieux. Ça n'allait jamais mieux. Ils ne faisaient que me plumer. J'ai contacté un avocat. Nous avons rédigé les documents. Une demande formelle de remboursement. Rien d'exagéré. Juste le total réel qu'ils devaient, plus les intérêts. Avec des délais, des conséquences, et la preuve qu'ils avaient consenti à tout cela. Ce n'était plus personnel. C'était juridique. Je l'ai envoyé par courrier recommandé, j'ai attendu la confirmation de réception, et j'ai regardé la confirmation numérique arriver pendant que je déjeunais avec un ami, l'une des rares personnes qui avait traversé la ville juste pour s'asseoir avec moi après mon séjour à l'hôpital. Quelqu'un qui ne voulait rien de moi. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils n'avaient même jamais essayé de me connaître. Et maintenant qu'ils avaient besoin de quelque chose, maintenant j'étais un monstre. Très bien. Alors, j'allais devenir le monstre qu'ils avaient créé. 2 semaines se sont écoulées après l'envoi de la mise en demeure. Rien. Pas de réponse, même pas une fausse. Pas de messages vocaux dramatiques, pas de texto feignant la confusion, juste le silence. Et ça m'allait très bien. Jusqu'à ce que quelqu'un frappe à ma porte. C'était un mardi soir. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et je me suis figé. C'était mon oncle Rick. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 5 ans. Le frère de ma mère, le mouton noir de la famille. Du moins, c'est ainsi qu'elle l'avait toujours décrit. Bruyant, avec des opinions bien arrêtées, imprévisibles.
Il était le seul à être parti en claquant la porte lors d'une dispute à la fête de remise de diplôme de Michael et à n'avoir jamais regardé en arrière. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air fatigué, comme s'il avait conduit longtemps. Il a dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé, pas seulement par Linda, mais par Facebook, par le groupe de discussion familiale dont il faisait encore techniquement partie, même s'il ne répondait jamais. Il s'est assis sur mon canapé et m'a tendu un dossier épais. Ta mère et Michael ont utilisé ton nom pour des prêts, a-t-il dit. Je l'ai découvert par un ami qui travaille dans le financement automobile. Je l'ai dévisagé. Il a expliqué que lorsque Michael avait eu l'Audi, ce n'était pas seulement grâce à un prêt douteux ou à un ami de papa. C'était une fraude. Michael avait utilisé mes anciennes fiches de paie, mon ancien bail d'appartement, prétendant que nous étions co-signataires. Ma signature avait été falsifiée. Je n'y ai pas cru jusqu'à ce que j'ouvre le dossier. C'était là. Un document de financement avec mon nom tapé sous celui de Michael. Une signature gribouillée qui ne ressemblait même pas de loin à la mienne. Et les paiements avaient déjà 2 mois de retard. Ce n'était plus seulement des sangsues. C'étaient des criminels. Oncle Rick m'a dit qu'il n'était pas venu pour créer plus de problèmes. Il était venu parce qu'il avait été dans une situation similaire, des années auparavant, avec les mêmes personnes. Il a dit que je n'étais pas fou. Que je n'étais pas seul. Ce soir-là, j'ai passé un autre appel à mon avocat. Maintenant, il y avait 2 affaires, une pour dettes impayées et une pour fraude. Les 2 allaient frapper fort. Les 2 étaient béton. Et j'en avais fini d'attendre. Le jour où les documents ont été déposés, tout a explosé. Ma cousine m'a envoyé des captures d'écran d'un effondrement en temps réel sur Facebook. Ma mère a posté un long message sur la trahison, les mensonges, comment j'essayais de détruire la vie de mon frère par pure jalousie. Michael a posté une vidéo de lui en pleurs, disant qu'il était pourchassé par sa propre chair et son propre sang, qu'il risquait de tout perdre. La section des commentaires est devenue un champ de bataille. Des amis de leur église, des voisins, d'anciens professeurs, tous prenaient leur parti. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Sous tous les commentaires de sympathie, il y avait des réponses de ma tante Linda, de l'oncle Rick, et même de quelques-uns de mes vieux amis du lycée qui connaissaient la vérité. Un par un, ils ont posté des captures d'écran, la fausse co-signature, les conversations par texto où ils demandaient de l'argent, la publication Facebook de la semaine de l'hôpital avec la légende de la maison du lac. Les gens ont commencé à remettre en question leur histoire. Puis maman a empiré les choses. Elle a posté une photo d'elle en blouse d'hôpital avec une légende sur des douleurs thoraciques induites par le stress, causées par un fils vindicatif. Sauf que la photo ne datait pas d'aujourd'hui. Elle datait de 3 ans, lorsqu'elle avait subi une petite chirurgie ambulatoire. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle l'avait envoyée au groupe de discussion familiale à l'époque, se vantant de la rapidité de sa convalescence. Maintenant, elle l'utilisait pour me dépeindre comme un monstre. Et ça a marché. Pendant environ une journée. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, un vieux voisin au hasard, le dénonce publiquement, en publiant une comparaison côte à côte avec la photo originale de 2020. C'est là que les choses ont basculé. Et je n'avais pas fini de les faire basculer. Une fois la photo de l'hôpital démasquée, tout a commencé à se fissurer. La façade qu'ils avaient maintenue pendant des années, cette image de famille soudée, sympathique et brillante, s'est effondrée en temps réel. Les gens qui s'étaient ralliés à leur cause ont soudainement disparu des sections de commentaires. Certains m'ont même contacté directement, principalement pour de plates excuses. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Ta mère l'a fait sonner différemment. Je suis écœuré d'y avoir cru. Mais ceux qui sont restés silencieux étaient ceux qui comptaient le plus. Cousins, amis de la famille, même des gens de l'église. Ceux qui avaient toujours acquiescé à la version de mes parents sans poser de questions. Maintenant, ils ne les défendaient pas, et ils ne me défendaient pas non plus. Juste le silence, comme s'ils ne voulaient pas choisir de camp. Puis mon téléphone a sonné. Nouveau numéro. J'ai répondu par habitude. C'était Michael. Sa voix était faible, paniquée. J'entendais la circulation en arrière-plan. Il a dit qu'il venait de découvrir que la banque le poursuivait pour des impayés, que l'appartement était verrouillé, que son crédit avait été signalé pour enquête, qu'il logeait chez un ami mais que ça n'allait pas durer. Je n'ai rien dit au début. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, tu as toujours été celui qui nous sortait du pétrin. Pourquoi tu fais ça maintenant?
C'était tout. Pas d'excuses, pas de honte, juste de la confusion. Comme si j'enfreignais une règle tacite en disant non. Je lui ai dit la vérité. Qu'il avait 5 jours pour récupérer ses affaires et quitter l'appartement. Que mon avocat engageait des poursuites pour fraude. Que les années où je nettoyais ses dégâts étaient terminées. Il est resté silencieux, puis a raccroché. Je m'attendais au silence après ça. Au lieu de cela, le lendemain, j'ai reçu un appel d'une vieille amie, Cathy. Nous ne nous étions pas parlé depuis le lycée. Elle a dit que ma mère l'avait appelée en larmes, lui demandant si elle pouvait me contacter et me rappeler qui je suis. Elle lui avait dit que je traversais une dépression, que mon séjour à l'hôpital n'était pas physique mais mental, et que je n'allais pas bien. C'est là que j'ai su qu'ils avaient vraiment peur. Parce que des mensonges comme ça, c'était le désespoir. C'était la dernière grenade qu'on lance quand on sait que le navire est en train de couler. Et ils n'essayaient plus seulement de sauver Michael. Ils essayaient de se sauver eux-mêmes. Parce que plus tôt cette semaine-là, ils avaient reçu la deuxième lettre. Celle-ci ne concernait pas seulement la fraude. Elle concernait le remboursement. Une mise en demeure formelle, rédigée avec chaque dollar comptabilisé, avec des relevés de transactions, de vieux textos, même des échanges de mails informels où ils acceptaient de me rembourser, quand les choses iraient mieux. Le total, 12 864 $ et 52 cents. Je leur ai donné 60 jours. Je savais qu'ils ne paieraient pas, mais c'était la limite à ne pas franchir. Finis-les, on trouvera une solution. Finis-les, parlons-en en famille. Soit ils payaient, soit ils affrontaient le tribunal. L'ingérence n'a pas cessé. D'autres vieux visages ont commencé à m'envoyer des textos. Des amis d'enfance, des cousins éloignés, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 10, 15 ans, voulaient soudainement prendre des nouvelles. Je sentais le piège à des kilomètres. Maman avait activé le réseau. Elle appelait tous ceux qui avaient un jour aimé une de mes photos, essayant de les convaincre que j'étais instable, en colère, que je traversais une mauvaise passe. Certains l'ont cru, d'autres non. Mais ceux qui me connaissaient, qui étaient là quand j'envoyais de l'argent tous les mois, qui m'ont vu porter les mêmes chaussures pendant des années parce que je payais les dettes de ma famille, ceux-là ont commencé à parler. L'un d'eux, Sam, a tout posté dans un seul fil de discussion. Chaque capture d'écran que je lui avais envoyée, chaque virement bancaire, le document falsifié du prêt auto, la publication de la maison du lac, tout, public, sur Facebook. Pas de drame, juste des faits. Et ça a explosé. Le lendemain, maman a supprimé son compte. Michael a verrouillé le sien. Papa a essayé de poster quelque chose de cryptique sur la famille qui trahit la famille, mais même ça a été submergé par une vague de gens le dénonçant. Et je n'avais toujours pas fini. J'ai veillé à ce que Michael soit officiellement expulsé. Serrure changée, service public coupé, sa carte d'accès révoquée. Il m'a texté d'un autre numéro ce soir-là, disant que je ruinais sa vie. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai fait un sac et je suis allé chez tante Linda et oncle Rick. Ils ne m'ont rien demandé, pas de nouvelles. Nous avons fait griller des steaks, regarder un match et raconter de vieilles histoires. Des vrais. À un moment, Rick m'a juste regardé et a dit, il lui a fallu du temps pour s'en prendre à la mauvaise personne. Je n'ai pas souri, mais j'étais d'accord. Et je n'avais toujours pas fini. Les 60 derniers jours sont passés lentement, mais non sans événement. Au début, je pensais qu'ils ignoreraient la date limite de remboursement comme ils l'avaient fait pour toutes leurs autres responsabilités. Mais exactement 5 jours avant l'échéance, leur avocat a contacté le mien, un homme à la voix forcée essayant de négocier les termes et explorer des solutions alternatives. Il voulait savoir si nous envisagerions d'annuler les poursuites en échange d'excuses formelles. Pas d'argent, des excuses. Mon avocat m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit, continuez. Une semaine plus tard, la date officielle du procès a été fixée. C'est là que la crise a éclaté. Michael a de nouveau tenté de rendre l'affaire publique, cette fois avec un article de blog, une longue diatribe confuse sur le fait d'être exploité par un frère jaloux et jeté à la rue. Il a même mis un lien vers un GoFundMe. Je l'ai regardé stagner à 62 $ pendant 3 jours consécutifs. Les seuls donateurs, 2 noms que je ne reconnaissais pas, et un avec le deuxième prénom de ma mère. Puis est venue la visite surprise. Une femme s'est présentée à ma porte avec un enfant, peut-être âgé de 6 ans. Elle s'est présentée comme étant Ellie. Elle a dit qu'elle était l'ex de Michael, et que le garçon était son fils.
C'était la première fois que j'entendais parler d'un enfant. Elle n'était pas là pour de l'argent. Elle était là pour des informations. Elle a dit que Michael lui avait raconté que j'étais la raison pour laquelle il avait perdu son logement, qu'il ne pouvait pas trouver de travail à cause de moi, et que je m'en prenais à leur famille. Mais ensuite, elle a trouvé la publication Facebook, les documents du prêt auto, l'avis d'expulsion, et elle a su qu'il mentait. Elle l'avait quitté 1 an plus tôt à cause de ses mensonges et de ses excuses. Maintenant, il essayait de la manipuler pour qu'elle l'aide à nouveau. Elle m'a donné son numéro et a dit que si le tribunal avait besoin de quoi que ce soit, elle témoignerait. Cela a tout changé. Nous n'avons même pas eu besoin d'aller au procès. 1 semaine avant la date, mes parents ont cédé. Leur avocat a offert le remboursement intégral, plus de 12 000 $, mais seulement si nous acceptions de tout garder privé. Pas de réseaux sociaux, pas de contacts, pas de déclaration publique. J'ai accepté, à une condition. Michael devait signer des aveux concernant la fraude. Il ne serait pas soumis au tribunal à moins qu'il ne viole à nouveau les termes, mais je les voulais, quelque chose pour l'empêcher de réessayer. Après un long silence, il a signé. Puis l'argent est arrivé sur mon compte. 13 ans de dons effacés en un seul versement. Et c'était enfin terminé. Après ça, j'ai fait ce que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai changé de numéro. J'ai fermé le dernier compte qui portait le nom de ma mère. J'ai mis l'appartement sous double tour. J'ai même désigné un nouveau contact d'urgence au travail. Mon ami Colin, l'un des rares à être resté à mes côtés à l'hôpital quand personne d'autre ne s'est manifesté. Quant à Michael, j'ai appris par tante Linda qu'il avait essayé de retourner vivre chez nos parents, mais la banque a saisi leur maison 1 mois plus tard. Ils avaient cessé de payer leur hypothèque pour se concentrer sur les procès. Maintenant, ils vivent en location. Le crédit de Michael est ruiné. Il ne peut pas obtenir de bail, pas de prêt. L'audi a été reprise. Son GoFundMe a clôturé à 83 $. Et sa réputation, c'est la seule chose plus vide que son compte en banque. Maman a essayé d'appeler Linda le mois dernier pour renouer les liens. Elle a dit que la famille en avait assez bavé. Linda lui a dit de m'appeler directement. Elle ne l'a jamais fait. Parce qu'il savait qu'il n'y avait plus rien à prendre. Et pour la première fois de ma vie, vraiment, profondément, je ne leur devais absolument rien. Ni argent, ni temps, ni silence. Plus maintenant.